Bonjour mes petits lions, qu'est-ce que vous diriez d'une review? Oui, une review, et d'un jeu que j'avais dit que je voulais pas faire en plus. Mais que voulez-vous, un pari avec une pote et une brocante avec le jeu à 15 balles plus tard, et me voilà avec 80 heures de Fire Emblem Engage dans les pattes. Du coup, on va faire un peu une sorte de ça m'a marqué / review, et ainsi ça répondra à la question des gens qui se demandaient ce que j'avais pensé d'Engage avant d'y avoir un jour touché. Vous êtes prêts? On est parti. Ok, alors présentons rapidement le machin. Fire Emblem Engage est sorti en janvier 2023, moins de 6 mois après le dernier jeu de la franchise. Un Musou que j'ai renié et que je hais tellement de toute mon âme que je refusais de même re-regarder la franchise depuis. Alors si pour ceux qui n'avaient pas joué à ce Musou, Engage avait une barre placée extrêmement haut s'il voulait essayer de la franchir de façon pas trop désastreuse, en la forme de Three Houses, et ben pour moi c'est un peu l'inverse. Après 2 ans à même refuser de m'en approcher lorsque j'essayais de le démarrer, j'y suis allée en me disant que tant que le scénario ne me donnait pas envie de gerber, ce serait ça de prime. Et bon, j'ai fini le jeu et passé 80 heures de suite, je fais une série de en bref et je n'ai pas trop de mal à me remettre dedans, donc clairement on n'est pas trop mal barré de ce point de vue-là, pas vrai? Bon, récapitulons. Fire Emblem Three Houses avait plu avec ses personnages complexes, sa moralité en nuances de gris, ses différents scénarios qui révélaient de multiples facettes du monde, son lore et son univers détaillés, son gameplay original, son système de recrutement qui permettait de décider ce qu'on voulait dès le début, et sa liberté presque totale en termes de développement de chaque personnage. Un jeu expérimental qui avait clairement séduit. Fire Emblem Engage a alors déclaré « Et si on ne gardait rien de tout ça? À la place, les mots d'ordre seront ridicules et nostalgie. Votre personnage, Alear, se réveille après avoir roupillé 1000 ans et sans le moindre souvenir, alors qu'une dame aux allures de Loli annonce être sa maman et qu'elle serait un dragon divin avec des gardiens et tout, et aurait le pouvoir d'invoquer des emblèmes qui sont en fait les héros des jeux précédents. Vous commencez avec l'emblème de Mars, du premier jeu, votre maman explique de Sigurd, ce qui, comme si le fait qu'elle soit une daronne dans Fire Emblem ne suffisait pas, nous balance totalement qu'elle va vite passer l'arme à gauche. Pour ceux qui n'auraient pas la rêve, Sigurd, héros de Genealogy of the Holy War, clame au milieu de son jeu et est remplacé par son fils. 2. Oui, je referai complètement cette blague dans le en bref. Ensuite, son bon, le dragon déchu, dont le nom et l'apparence crient « Agrougrou, je suis méchant », est sur le point de revenir et il faut l'arrêter en récupérant tous les emblèmes éparpillés dans les 4 pays du continent, Pyrénées Royaume des Fleurs, où tout le monde a un nom français, Brodia Royaume de la Force, où tout le monde a un nom de pierre précieuse, Elusia, royaume hivernal qui vénère le dragon déchu, où tout le monde a un nom de fleurs, mais c'est pas le royaume des fleurs, faut suivre, et Solm, royaume désertique de la liberté, où tout le monde aura des noms fantasy ou à sonorité exotique, parce que les clichés ont la vie dure. Chaque royaume a un adulte, trademark, qui dirige et a 2 enfants, son héritier ou héritière, et un ou une autre plus jeune qui ne l'est pas. Chaque enfant royal a 2 vassaux, et avec ça, vous avez pratiquement l'intégralité des personnages que vous jouerez au cours du jeu. Si vous n'êtes pas un de ces personnages, vous n'aurez probablement même pas d'apparition dans les cinématiques de scénario. Si vous n'êtes pas un enfant royal, vous n'aurez qu'une seule apparition. Si vous n'êtes pas l'héritier, vous disparaîtrez de l'histoire dès qu'on aura quitté votre royaume. Et si vous êtes un de ces héritiers, vous passerez l'essentiel de votre temps à l'écran à vous tenir là dans un silence gênant pendant que le scénario se déroule autour de vous. Maintenant que ce résumé est fait, posons tout de suite la grande question, le pari que je m'étais fait avec mon ami, tester le jeu pour voir s'il était aussi mauvais que les gens de l'affirmer. Et je peux donc déclarer fermement que... non! Non, clairement, les gens ont pété un câble, ce jeu est honnêtement bien, même si vous allez m'entendre me foutre beaucoup de sa gueule. Le jeu est très bien, il est juste très dur à prendre au sérieux sur bien des aspects et est assez décevant sur d'autres. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience. Le principe clé d'Engage est la nostalgie. La méga nostalgie. Et ça a des bons points comme des mauvais. En général, Fire Emblem Engage fait une vingtaine de pas en arrière par rapport à Three Houses, c'est pour ça que je parle d'un recul. Mais analysons ça plus en détail en commençant par ce que j'ai aimé dans ce jeu. Il y a une chose que je vais féliciter très fort dans ce jeu, et ça pour le coup, même avec la pire mauvaise foi du monde, j'aurais pas pu les critiquer dans l'ensemble, et ce sont les maps. Les maps d'Engage sont excellentes. J'irais dire qu'on n'atteint pas le niveau d'excellence de Grondeur et du Marais à la fin de Bohemroad, mais Grondeur est vraiment un cas à part, et le Marais n'aurait eu aucun intérêt avec le gameplay d'Engage, qui n'a en général pas du tout la même physique. Dans l'ensemble, les cartes d'Engage sont pour moi les meilleures depuis... peut-être bien Radiant Dawn, dont j'ai un souvenir incroyable, mais aussi très inégal. Dans mes souvenirs, il y a des maps ouf et des maps à chier, et j'avoue que ça fait longtemps. Mais bref, Engage n'a pas de map à chier. Il a quelques maps décevantes, comme on en parlera dans la partie des choses que je n'aime pas,
mais c'est vraiment en moyenne le plus énorme point fort du jeu pour moi. On voit même un retour des maps fuir qui m'avait beaucoup manqué dans Three Houses. Big up particulier aux annexes divines, non pas aux annexes tout court, qui sont des maps reprises d'autres jeux de la franchise qui elles sont... Bon bah y en a des excellentes et des franchement pas terribles, mais les pas terribles c'est souvent dû au jeu de base ou bien au gameplay d'Engage qui n'est pas approprié pour garder le côté unique de la map de base. Donc je peux pas complètement blâmer le jeu pour ça. Les annexes divines en revanche sont toutes très originales, tout comme les maps du DLC, avec la map finale tout particulièrement que j'ai trouvé absolument exceptionnelle. Elle et la map pour l'emblème de Veronica sont probablement deux de mes maps préférées de la franchise, même si pour l'emblème Veronica, la musique joue peut-être un rôle. Et d'ailleurs, ça nous amène à un deuxième point fort. La BO est très sympa. Je suis pas très fan du thème de la map finale, malheureusement, ni de la musique qu'ils ont choisie pour la tombe sacrée de Three Houses parce que je déteste la pointe de l'aube, mais d'un point de vue général, les musiques sont ultra chouettes avec le thème de Solm en particulier que j'aime vraiment bien. Pour rebondir sur les maps, le gameplay est très agréable. C'est plusieurs pas en arrière, ce qui m'a un peu déçu car on a retiré toutes les innovations que j'avais adorées à Three Houses, mais on ne peut nier que ces pas en arrière nous ramènent à un style qui est maîtrisé et très agréable à prendre en main. Donc oui, j'ai pas grand chose à dire, au gameplay sur les maps, c'est vraiment très chouette. Le scénario ne casse pas trois pattes à un canard et j'ai plusieurs critiques à lui faire, comme le fait qu'il soit giga prévisible, et entre le nanardesque et le parodique par moments. Ma plus grosse critique viendra dans la prochaine section d'ailleurs, mais en général, il se laisse regarder et il reste plutôt sympa avec quelques trous de scénario, mais j'ai vu pire on dira. Ça restait parfaitement décent dans l'ensemble. Les personnages m'ont surprise par contre. Autant il y en a des franchement oubliables, j'avais oublié l'existence de Vander avant que les cinématiques de fin ne me le remettent dans la tronche par exemple, autant j'ai été agréablement surprise du nombre de personnages plus profonds et intéressants que ce à quoi je m'attendais. Fogado est mon personnage préféré du jeu, ce qui n'est pas surprenant, un Cloud Discount reste un Cloud après tout. J'aime beaucoup le fait que son attitude ouverte, flirty et extravertie cache beaucoup de manipulation, de ruse et surtout de vulnérabilité. Alfred, qui semble être un fonceur un peu concon obsédé du fitness, mais qui en fait est malade en phase terminale depuis des années, et essaye désespérément de rendre son corps plus sain pour vivre plus longtemps, mentalement anéanti par le fait qu'il sait qu'il n'aura jamais le temps d'avoir la carrure dont il rêve avant de mourir. Kagetsu, qui semble bien naïf et bêta, mais qui en réalité est de la royauté d'un autre pays et a fui sa famille pour s'engager dans un pays où il a dû apprendre la langue en urgence et qui accessoirement peut lire l'avenir quand ça lui chante, juste jamais des trucs importants. Et puis bien sûr, les personnages du DLC qui viennent tous d'une réalité alternative où ils en ont traversé des vertes et des pas mûres et ont tous des conversations absolument fascinantes et très touchantes les uns avec les autres. Donc oui, les personnages sont hit or miss comme on dit, mais il y a de très bons crus là-dedans. Je tiens également à souligner les petits moments d'exploration qui m'ont bien plu, entre les après-maps et Somniel, qui nous permettent de ramasser des matériaux ou d'adopter tous les animaux. Dommage que tous ces animaux ne soient pas aussi utiles au niveau de ce qu'ils nous donnent, mais ça par contre j'avoue c'était un plaisir. Je pense que c'est tout pour cette section, parce que c'est toujours plus dur de parler de ce qui va que de ce qui ne va pas, donc on va se tourner vers ma deuxième section, ce que j'ai moins aimé. Oui bon, dire que j'ai pas aimé les trucs c'est un peu exagéré car il y a rien que j'ai détesté dans ce jeu. Presque rien. Et en soi, rien de grave, juste des trucs qui me font chier personnellement. Il y a en revanche des trucs qui m'ont gêné et commençons par, je dirais, le plus innocent, les designs. Je sais que je ne suis pas la première à le dire, mais qu'est-ce que ces designs? Un grand nombre d'entre eux, entre la robe de Céline ou de Panette, le juste au corps petites étoiles jambières jaune pétant de Yunaka, ou l'intégralité de Hortensia, rendent absolument impossible de prendre toute scène au sérieux. Mais en soi, j'aurais peut-être pu m'y habituer si ce n'était pour un petit détail. C'était quand même bête de partir autant en couille dans les designs dans le jeu nostalgique qui va faire venir un ou deux personnages de chaque jeu de la franchise jusque-là. Parce que du coup, on va coller ça à côté des designs des héros jusque-là, et il y a vraiment pas photo qu'en comparaison, bah ça choque niveau DA. On a vraiment un whiplash énorme. On voit que ces personnages ne sont pas du même univers, alors qu'ils auraient tous plus ou moins pu être eux du même. Je veux dire, l'ADA des Fire Emblem a évolué au fil des années. Mais mettez Mars à côté de Byleth, ça ne choque pas. Mettez n'importe lequel de ces personnages à côté des personnages de N-Gage, ça choque tout de suite plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé ou consommé de toute autre manière, mais il y a vraiment un truc qui a déconné là. Ça part dans tous les sens, c'est juste... ça va pas quoi. Alors bon, quand le jeu se prend pas au sérieux,
se veut sérieux, ça peut être plus gênant. Toujours dans l'innocent, les corvées de Somniel. Clairement, il y avait un désir de reprendre un peu les activités de Garreg Mach, mais en se rapprochant plus du style de Fate. Sauf que c'est un échec pour moi. Eh oui, les corvées de Somniel n'apportent rien à part des points de soutien entre deux unités. À part le repas qui peut, s'il est bien cuisiné, vous rapporter un objet de soin que j'avoue avoir tendance à juste jeter dans le puits. Elles sont donc majoritairement assez inutiles, à part pour avoir des soutiens, sauf qu'on ne peut en faire que 4 par session, ce qui signifie que bon courage pour avoir tous les soutiens que vous voulez, hein. Je n'ai jamais autant galéré à avoir les soutiens que je voulais dans un jeu, c'est pas une blague. J'aime le concept de l'arène en soi, mais je trouve aussi qu'il aurait pu être amélioré. Quant au sport, à la pêche et au vol de wyvern, les deux premiers m'ont défoncé le doigt, et probablement le Joy-Con dans le cas de la pêche. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à pêcher un poisson doré. Et la wyvern, c'est sympa, mais bon, on s'ennuie vite. Donc, bilan plutôt mitigé de ce point de vue-là. Pour reprendre un peu la comparaison aux activités de Three Houses, je vous jure, je ne ferai pas ça tout le long de ce que je n'aime pas. Dans Three Houses, on avait entre 1 et 10 points d'activité par semaine à dépenser dans celle de notre choix. Il y avait les repas, qui montaient les soutiens et la motivation pour quand on donnait cours ensuite, le chant, qui augmentait également la compétence de foi, l'enseignement, qui permettait de level up ses propres compétences, le thé, qui, en plus de permettre d'en apprendre plus sur les personnages et augmenter la motivation, pouvait donner un point de charme permanent si réussi, le sauna, qui facilitait l'apprentissage ensuite, la cuisine, qui augmentait temporairement les stats de toute l'équipe, et la serre et la pêche, qui ne consommaient pas de points d'activité, mais se faisaient rapidement en quelques QTE, et fournissaient des ingrédients pour les repas et la cuisine. Quant aux corvées en elles-mêmes, elles permettaient également de faire monter quelques compétences, et parfois d'avoir des dialogues exclusifs, et qui évoluaient en fonction des duos. Donc oui, en comparaison, les scènes de quelques secondes sans réel intérêt autre que de très légèrement augmenter les points de soutien, bon, c'est peu quoi. Surtout que si on veut en effet faire monter les soutiens, surtout des personnages qu'on n'utilise pas, faudra refaire une carte dès que vous aurez fait les 4 activités, ou bien prier pour avoir la personne que vous souhaitez en face à l'arène, et de toute façon, refaire une carte après 3 combats. Et comme il n'y a pas d'assistant ni rien dans le genre, bon courage pour faire monter les soutiens des unités que vous n'utilisez pas. Donc bref, si on se disait que c'était pour rendre les soutiens plus faciles d'obtention, on voit bien vite que c'est un peu un rafistolage ficelle pas terrible à ce niveau-là et que ça reste super galère. Je vais pas vous mentir qu'entre Fate, Three Houses et ce jeu-là, c'est la première fois que j'ai moins de 5 rangs A avec mon personnage principal à la fin du jeu. Et que je n'ai littéralement aucun personnage qui a fini tous ses soutiens, pas même Fogado ou Rafale, qui n'en ont pas des masses et que j'ai pourtant favorisé comme pas possible car je trouvais qu'ils en avaient des particulièrement intéressants. Et bon, je vous parle même pas des liens d'anneaux. Spoiler scénario, mais vous vous en doutez sans doute, mais atteindre le niveau max avec des anneaux, surtout ceux qu'on perd au chapitre 10 et qu'on ne récupère qu'à la toute fin du jeu, bon bah... c'est la croix à la bannière, hein. Quelle galère et quel dommage quand les conversations que certains des personnages peuvent avoir les uns avec les autres sont une des attractions les plus amusantes. Certains diront que c'est parce que, une fois qu'on a fini le jeu, bah on peut continuer de se balader dans Somniel à l'infini et de faire des maps à l'infini. Mais ça justifie pas tout pour autant. Ah, et aussi j'ai une question. Ça servait à quoi de nous mettre autant de cutscenes où on se fait réveiller au juste? Surtout quand le seul intérêt de dormir, c'est de changer les gens à Somniel parce que ce hub central n'est apparemment pas capable d'avoir toutes les unités recrutables en même temps. Quelque chose qui ne posait aucun souci à Garreg Mach. J'aimerais également me plaindre de la difficulté qu'on a à obtenir de l'argent dans ce jeu, alors que beaucoup de tâches annexes, comme le développement des pays, en demandent une quantité astronomique. C'était pas très optimisé tout ça. Enfin bref, assez grommelé sur le hub, qui est très joli à naviguer, mais à part ça, particulièrement décevant, surtout quand on est habitué à Garreg Mach. Parlons à chouïa de la gestion des personnages et de leur classe, tout ça. Vous pouvez un peu dire adieu à la customisation ici. On est vraiment de retour dans un Fire Emblem à l'ancienne, avec les personnages qui arrivent à un certain niveau et à une certaine classe, et même si, comme dans Fates ou Shadow of Valencia, tu peux techniquement les changer, ça demande beaucoup de travail. Techniquement, même si ce n'est pas conseillé, dans Three Houses, tu peux décider de faire d'Aloïs ou Raphaël des mages. Il te suffit de faire level up leurs compétences appropriées. Ici, ne fais pas monter les compétences. Je suis pas sûre que ce soit possible et surtout ce ne sera jamais jouable sur le long terme, car les niveaux ne sont pas infinis. Bon, ils ont jamais été infinis, mais dans Three Houses, techniquement, si tu grindes comme un malade, tu peux atteindre le niveau 99. Les personnages ont même une réplique quand ça arrive. Ici non, c'est encore une fois quelques pas en arrière. Les personnages peuvent atteindre le niveau 20 dans une classe de base, puis le niveau 20 dans une classe supérieure, avec quelques classes comme enfant déchu ou furtif, qui n'ont pas de classe avancée et level up jusqu'au niveau 40 à la place. Du coup ouais, ça laisse beaucoup moins libre à l'originalité et à l'expérimentation, même si je sais, par exemple, qu'Anna aurait pu faire une bonne mage alors que moi, c'est devenu ma nouvelle Hilda quoi.
Beaucoup de recul sur les possibilités de customisation, et de la même façon, l'équilibrage des unités en a pris un coup. C'est logique parce que c'est le système de recrutement qui demande ça. Une fois de plus, on recule pas mal et donc c'est de nouveau un système de recrutement progressif où les unités nous rejoignent au fur et à mesure et sont donc au niveau qu'on attend d'elles lorsqu'on les récupère. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des premières unités vont se faire jarter très vite pour sauter sur les nouvelles unités bien plus fortes. Je veux dire, certaines des dernières unités que l'on recrute sont littéralement recrutées 4 chapitres avant la fin du jeu. Du coup, on a malheureusement de nouveau des unités pas très utiles, alors qu'un des gros points forts de Suikoden 6 est que, même s'il y a des unités ultra cheatées, en général je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises unités. Tout simplement. Là, bah si. N'est-ce pas Fram? Ensuite, on va quand même brièvement mentionner que le scénario a régulièrement très peu de sens et est aussi peu profond qu'un coquetier. Et qu'en plus des unités inégales, on est de retour avec des personnages très intéressants et d'autres pas le moins du monde, mais bon. C'est inégal. Comme j'ai mentionné la dernière fois, il y en a quand même des excellents. Mais c'est dommage que ce soit plus une surprise qu'autre chose. Dans ce cast, je me fiche royalement de facilement la moitié des personnages. Y compris d'ailleurs dès que j'ai utilisé jusqu'à la fin du jeu. Mais jamais je ne saurais vous faire un classement, parce que la plupart de ces persos, c'est même pas que je les aime pas, c'est comme je le disais, je m'en fiche, je ne ressens rien pour eux. Si vous avez regardé mes vides-greniers, vous comprenez probablement pourquoi c'est gênant pour moi. On sort d'un jeu dans lequel j'arrive à faire un top 50 de personnages où je peux détailler ce que j'aime ou pas à chacun d'entre eux, quoi. Mais bon, on a bien compris que le gros problème d'Engage, finalement, c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'il vient après Suikoden 6. Enfin bon, on va maintenant parler de ce qui va peut-être surprendre le plus de gens, mais ce sont les deux détails, un de gameplay et un de scénario, qui m'ont, sans rire, le plus énervé du jeu. Niveau scénario, le fait que seul Aléar ait droit à une fin en duo m'exaspère, et ça met en relief mon énorme souci avec le scénario que j'ai déjà sous-entendu quelques fois. Dans ce jeu, si tu n'es pas Aléar et à la rigueur Veil à la fin, tu n'as aucune importance. Les 4 héritiers jouent un rôle durant la première moitié du jeu, puis deviennent inexistants dès qu'on a quitté Solm, et déjà à partir de Solm, ils arrêtent un peu. Les seconds royaux sont encore moins présents, leurs vassaux ont au mieux droit à une cinématique, et les gens qui ne sont même pas des vassaux, pour la plupart, n'apparaissent même dans aucune cinématique du scénario les mettant en valeur. Dans le cas d'Anna et Jean, ils n'apparaissent même pas en dehors de leurs annexes. Et qui se rappelle de Clan et Fram une fois qu'on a quitté Lythos? Dire que je trouvais que c'était un des défauts de Suikoden 6, qu'en dehors des leaders, peu de personnages avaient des heures de gloire. Mais au moins, la classe que tu as choisie apparaît jusqu'au bout et il y a des dialogues jusqu'au dernier instant. Ici, c'est aberrant. Et d'ailleurs, si un personnage secondaire, donc pas un des royaux, Wander ou Veil, meurt au combat en permanence, bah c'est un peu passé sous silence et ça n'a aucune importance. En fait, c'est bien simple. Des réactions comme celle de Pandréo, s'il perd les 3 personnes qui lui sont le plus proches, sont tellement sérieuses et sombres comparées au scénario qui se fiche totalement de ses personnages et qui est souvent impossible à prendre au sérieux, donne l'impression de venir d'un autre jeu. Il y a un problème de ton immense de ce point de vue-là. C'est pas le seul jeu à faire ça, mais le ton du jeu jure vraiment là. C'est ça que je veux dire. Et il y a rien de mieux pour le représenter que justement cette absence de fin en duo. Car du coup, ça signifie qu'à part Aléar, tout le monde n'a que 2 fins. Et donc, parmi les 3 qui ont une mort tragique dans leur fin, tu n'en sauves qu'un. Tu as le choix entre Alfred, dont le texte quand tu l'épouses est littéralement une menace de mort imminente si tu ne l'épouses pas, Mauvier ou Rafale. Et au milieu de ça, tu as Lapis, dont tout ce qu'on a à te dire à son sujet, tant elle est apparemment inintéressante, c'est qu'on la surnomme la reine de la patate. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'un problème de ton? Non, parce qu'avec cette absence de fin duo, vous êtes sûr d'avoir au moins 3 de ces fins en même temps, hein, donc bon, imaginez, mort tragique d'Alfred, reine de la patate, l'un après l'autre, super. Et bon du coup, pour conclure sur ce que je n'aime pas avec le gameplay, les unités montées qui ne peuvent pas rebouger après une action. Oh putain, je déteste ça. C'est dessus que se base la majorité de ma stratégie en général. Résultat, alors que c'est toujours une de mes lignes de classe préférées, je n'avais aucun Pégase sur la map finale parce que, sans la possibilité pour eux de battre en retraite après une action, je les trouvais trop fragiles. Ma frustration est intense sur cet aspect. Petit ajout à l'arrache, parce que j'ai mentionné dans la partie des trucs que j'aime, que j'en parlerai dans la partie je n'aime pas et que j'ai oublié de le mettre dans le texte, super. On va juste dire très rapidement, c'est dommage, quand on sort d'un jeu avec des maps d'une telle qualité, d'avoir une map finale qui est meh. Et oui, pas de ce que je changerais ou ce qu'il faudrait pour un remake cette fois, ce serait ultra long et relou je pense, sans oublier que vous avez déjà une bonne idée de ce que j'aurais changé avec la partie précédente. Et aussi, assez ironiquement vu le nom de cette vidéo,
j'estime ne pas avoir assez de recul pour vraiment juger de ça. Mais du coup voilà, mon retour général sur le jeu. Fire Emblem Engage est un bon jeu qui n'a pas à rougir en tant que jeu. C'est un jeu très étrange dans la série des Fire Emblem, parce qu'en plus de faire un gros retour en arrière sur à peu près tous les aspects, il décide par contre de partir totalement en cacahuète sur d'autres aspects. Le jeu se veut profondément absurde et immature avec ses designs ridicules, ses personnages dans l'excès permanent et son scénario qui vire parfois au parodique, mais peut avoir des moments si sombres dans certains cas qu'on a l'impression d'entrevoir une réalité alternative ou un jeu aussi adulte que le reste de la série aurait vu le jour, ce qui est reflété dans une difficulté en early game qui est certes tout à fait jouable, mais tout de même un peu complexe pour la tranche d'âge à laquelle le jeu semble s'adresser parfois. Mais ça reste un bon jeu avec un gameplay très abouti et quelques fulgurances pour le moins plaisantes. Malgré les reproches que je peux faire à ses personnages et à son histoire, je l'ai enchaîné mine de rien. Terminé en moins d'un mois le machin. Instantanément 3ème jeu le plus joué de ma Switch quand même, ça implique que le machin m'a bien plu. Donc non, c'était pas aussi mauvais qu'on m'en avait donné l'impression, loin de là. J'y suis peut-être allé avec des attentes dans le négatif, surtout après Three Hopes, mais le résultat c'est même que j'ai été agréablement surprise. Comme j'ai dit dans la partie précédente, ça en dit quand même assez long que mes deux plus grosses déceptions soient d'un côté l'absence de fin en duo, parce que putain mais le matchmaking dans Fire Emblem c'est un de mes hobbies depuis toujours, et l'impossibilité pour les unités montées de réagir en fin de tour à part si Sigurd est équipé et leur a appris la technique appropriée, ce qui est long et chiant à donner à un max de gens comme je l'ai déjà exprimé quand je parlais de la difficulté à bien level up les anneaux. Le reste, l'absence de customisation, le recrutement progressif au lieu de tout faire dans la première moitié et gérer ensuite, tout ça c'est juste que c'était une évolution dans Three Houses qui m'avait tout particulièrement plu. Mais j'ai aimé Fire Emblem avant qu'on ait ces évolutions, et ça me plaît toujours quand même. Je vais même vous dire quelque chose de très drôle, et c'est que ce jeu m'a beaucoup plus fait pleurer que Three Houses. Alors certes, c'est surtout parce que c'était beaucoup moins subtil, hein, ça explique sûrement pourquoi. Mais plus d'une cinématique dans Engage m'a fait chialer comme une madeleine. Je pense tout particulièrement à la fin du DLC où j'étais une vraie fontaine, alors que bon, c'est même pas vraiment une bad end. Donc oui, quand ce n'est pas la mort de Lumera au début alors qu'on la connaît à peine et qu'on a Alfred qui se tient debout dans un silence gênant rendant la scène absolument hilarante au lieu de tragique, le jeu arrive à donner des émotions. Alors oui, ce jeu est loin d'être parfait, mais ça reste une très belle expérience et je suis contente de l'avoir essayé. Il n'a pas retourné ma vie et je ne pense pas qu'il en avait l'intention, pas comme certains de ses prédécesseurs, mais je suis contente d'être passée au-dessus de ça au moins. Il n'est pas dit que je me réintéresse au reste de la franchise pour autant, mais ça, c'est fait. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce Ça m'a marqué. Le prochain sera très probablement sur un jeu sur lequel j'ai certes moins d'heures, mais qui m'a heurté 1000 fois plus à sa façon. Soit ça, soit j'aurais enfin fini par réussir à rédiger un Ça m'a marqué sur Avatar au dernier maître de l'air, mais ça, rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, merci aussi à mes patrons pour leur soutien. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on trouve toutes mes vidéos en avance sur Patreon, et je vous en supplie, vraiment, nourrissez l'algorithme de YouTube. Allez, des bisous à vous mes petits lions, et à bientôt.